faisant fi de l'idéologie. Si tu préfères, en fait, le problème, c'est que je pense que, à titre personnel, comme beaucoup de mes camarades, des camarades de ma génération, j'entends par là ceux qui sont dirigés premièrement dans leur vie politique vers la gauche, voire vers ce qu'on appelle l'extrême gauche, qui est un terme inadéquat. Je pense qu'on part avant tout, il y a un ressentiment, il y a un ressenti profond, et une analyse qui fait qu'on te présente, si tu es anticapitaliste à 15 ans, on te présente le modèle absolu, la bête absolue à éviter, etc. C'est le capitalisme, et il existe, c'est formidable, une alternative claire à ce modèle, qui s'appelle le communisme. Les choses sont pas aussi simples comme tu te l'imagines. En fait, il faudrait partir dans la vie politique, et c'est c'est le constat vers lequel on vient au fur et à mesure. Il faudrait partir du constat qu'il y a deux thématiques en réalité centrales dans le monde politique, qui est la question sociale et la question de la souveraineté. La question sociale donnant son sens à la souveraineté, la question de la souveraineté donnant la possibilité même de la question sociale. Si le rapport politique n'est pas un rapport abstrait, n'est pas fait d'idées, n'est pas fait de grands penseurs, etc. C'est fait d'un constat très simple, c'est nous avons un pays, la France, près de 70 millions d'habitants, comment on fait cohabiter 70 millions de personnes sur un même territoire, sans que l'un prenne sa fourche à ébuter son voisin, sans qu'il y ait des rapports de prédation, des rapports de classe, etc. etc. Force est de constater que si tu vas au bout du logiciel communiste, et donc de la question sociale, de te poser la question de cette cohabitation sociale, de cette bonne cohabitation, tu dois faire au bout d'un moment le deuil du communisme. Le deuil du communisme qui n'est qu'une alternative finalement fallacieuse au capitalisme, parce que ce sont deux projections abstraites, idéalistes, qui doivent s'appliquer au réel. C'est-à-dire le communisme doit changer la société, doit changer le monde, et pour ça il faut créer, c'est l'homo soviéticus, c'est la mise en avant d'un homme soviétique, d'un homme nouveau qui n'est plus animé par son ambition personnelle, par ses volontés propres, par la volonté d'entreprendre, d'accumuler du capital, etc., mais par la volonté d'être une espèce de néo-Stakhanov, donc un ouvrier au service d'eux, etc., service de l'État, centralisé, qui est censé neutraliser les pulsions, c'est l'essor de la classe ouvrière, etc., etc. C'est exactement c'est la matrice aboutie en fin de cycle de l'homme de la Révolution, si tu préfères. Ce sont deux créations, deux hommes abstraits, comme l'homo capitaliste est une création abstraite, idéologique, appliquée au réel, à travers les théories d'Adam Smith et consorts. L'homo soviéticus, c'est la même chose, version égalité, lutte des classes, etc. Et au bout d'un moment, quand tu sors de ces abstractions idéologiques, que tu rentres un petit peu dans l'histoire, tu te rends compte que le seul modèle concret qui a existé sur cette terre et qui a existé dans notre pays et qui a animé les campagnes françaises pendant 1600 ans, c'est la monarchie populaire. Cette monarchie populaire n'étant ni un socialisme, ni un capitalisme, étant un modèle propre, qui a été démoli par ces deux idéologies, et qui constitue en fait non seulement une barrière au premier stade de l'échelle, au premier stade de la pyramide, la barrière sociale la plus efficace, la plus protectrice pour les travailleurs, à travers les corporations, à travers le municipalisme libertaire, à travers tout ce que la Révolution a aboli d'ailleurs, hein, tous ces statuts protecteurs des travailleurs, que les Rouges se targuent aujourd'hui d'avoir mis en avant à travers le Front Populaire, etc., et d'avoir refait rentrer, mais ce que tes travaux aussi, vos travaux ont réussi aussi à démontrer, et à remettre en avant en tout cas, c'est que ce que les Rouges proposaient dans les années 30 et dans les années 20, les royalistes l'avaient fait un siècle avant, et l'avaient fait pendant 1600 ans, à travers non pas simplement des petits billets qui circulaient à l'Assemblée, mais à travers des éléments concrets, c'est-à-dire là où l'ouvrier ou le journalier pouvait travailler toute la semaine, il récoltait les fruits de son travail, il récoltait les fruits de son travail à sa fin de vie, sa femme les récoltait, sa famille les récoltait de manière concrète. Pas seulement des propositions, etc., abstraites. C'était tu investis, tu as une caisse de protection sociale, tu as la liberté de faire tienne les terres, etc., tu as les commons, enfin les terres communales qui appartiennent aux seigneurs, etc., qui ont été abolies d'ailleurs, on peut le voir, il y a un épisode très intéressant, c'est regarder même la façon dont ça s'est passé en Angleterre. L'Angleterre qui a été le laboratoire, la matrice en fait avant la mise en application en France, l'Angleterre sert de laboratoire. Pendant tout un siècle en Angleterre, tu as la destruction des commons, des terres communes, et c'est une politique dans les campagnes d'appropriation des terres par quelques petits financiers qu'on appelle des gentlemen farmers, qui sont des grands propriétaires venus de la ville, qui s'approprient ces terres, qui chassent les petits paysans, qui se retrouvent dans les villes à trimer pour pas un rond, à essayer de construire, qui se retrouvent dans les usines, dont les enfants se retrouvent dans les usines, à 8 ans, à 7 ans, à bosser toute la journée, etc. On a des documents photos qui sont absolument atroces, et en Nouvelle-Angleterre aussi à l'époque. Ce modèle a été transposé aux États-Unis, et bien après leur indépendance d'ailleurs. Si tu résistes aux oukases faciles de l'idéologie qui consiste à lire du Marx
et à parler du rapport capital-travail, etc. Et si tu vas au bout de ta réflexion, tu te rends compte que non seulement c'est possible, mais non seulement il existait un modèle finalement plus naturel, plus bénéfique pour le peuple français, qui existait pendant 1600 ans, qui s'appelle la monarchie. Après, il s'agit d'aller un peu plus loin, de comprendre aussi que le XXIe siècle présente des difficultés particulières, un maillage social particulier, avec des priorités qui ont changé. Le peuple de France n'est pas le même qu'il y a 200 ans, la France n'est pas la même. Je suis pas particulièrement, il faut ni être décadentiste, ni comment dire, il y a un concept particulier comme ça, l'extrême gauche, bref, le retour en arrière technologique, la décroissance, excuse-moi. J'ai cherché la décroissance. Il faut pas être non plus dans la décroissance absolue. S'imaginer une seconde que, par la bonté du roi, les gens vont abandonner le frigo, le robinet d'eau chaude et la télé écran plat. On peut essayer, bon, ça marchera pas. Il s'agit d'adapter finalement ce modèle à travers les bonnes références historiques au XXIe siècle. Voilà, à mon avis. Alors, je sais pas si je t'ai répondu de manière adéquate, là je t'ai fait un truc très abstrait, mais en tout cas, j'en suis venu comme, pour te dire mon cas, j'en suis venu comme ça. D'accord. J'ai étudié les différents systèmes communistes, j'ai étudié l'histoire du Parti communiste, les propositions du Parti communiste. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un camp qu'on m'interdit absolument d'aller interroger, d'aller fréquenter, etc., qui était le camp national. Il faut absolument pas, c'est des fachos, etc., ne leur adresse pas la parole. Tu te rends compte en fait en allant les voir que c'est ni des fous, ni des dingos, ni des délirants, qu'ils ont au contraire la question sociale à cœur et qu'ils font plus loin que le Parti communiste, que le Parti communiste, comme toutes les instances d'extrême gauche, particulièrement à l'heure actuelle, ont toujours leurs limitations, notamment à l'heure actuelle avec la France insoumise. Tu arrives par la question sociale et après tu redécouvres un petit peu, c'est le concept d'empirisme organisateur, tu refais corps avec ton histoire et tu quittes finalement cette politique abstraite de l'idée que tu étudies uniquement par les bouquins qui n'a jamais eu d'application concrète en France ou ailleurs, et tu les retrouves en fait à travers des exemples réels qui étaient ceux du Royaume de France, si tu veux. Maintenant il s'agit de les réapproprier au XXIe siècle. Je pense que en tout cas je sais pas pour mes camarades qui seraient royalistes et gilets jaunes en l'occurrence, moi je suis venu aux gilets jaunes en fait en étant français, pas royaliste, pas communiste, ni démocrate, ni etc. Français tout simplement. C'est-à-dire que j'ai pas réfléchi deux secondes, et je pense que pour beaucoup de gens n'ont pas réfléchi 2 secondes à se dire est-ce que ça correspond idéologiquement. D'ailleurs, les gens qui sont précisément posés cette question sont nos ennemis politiques. C'est les syndicats, c'est une grande partie de l'extrême gauche trotskiste, c'est une grande partie de cette gauche de fac et derrière-cour de backroom, de bar de tu vois, qui s'est posé un moment la question de tiens, est-ce qu'on rejoint ou pas les gilets jaunes, est-ce qu'on est d'accord avec eux profondément? Non, il s'agit de voir qu'il y a des écueils, il y a des difficultés énormes au niveau des gilets jaunes, il y a un manque d'organisation, un manque de savoir politique, etc. Ouais. C'est pas grave, c'est le peuple français, tu y vas en tant que français, point barre. Ouais. Après, avec ta sensibilité propre, ton adhésion propre, etc. Moi, c'est vrai que j'ai jamais cherché à terre mes sympathies royalistes et même mon adhésion totale au projet monarchiste. Bon, j'aurais cherché à le taire de toute façon. Dieu merci, le quotidien était là pour rétablir la vérité. Alors, voilà, ils ont facho hunting. Quotidien. Ouais, ils sont bons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, j'ai pas cherché à, contrairement à beaucoup de ces gens hors sol, j'ai pas cherché à vendre ma soupe. Parce que je pense qu'au contraire, il y a une fusion, il y a une convergence naturelle qui se fait, en fait. Ce que les gilets jaunes perdent en politique politicienne, en idéologie, en formation politique de terrain concrète, etc. Il le gagne en bon sens, si tu veux. Et un mouvement qui part avec du bon sens, il est sauvé, de base. Moi, les réflexions que j'ai entendues sur les ronds-points, t'es pas face à du député qui sort pour t'expliquer les tenants et les aboutissants des intersections légales, etc. Non. T'es face à un type qui a vécu, qui vit, qui bosse, et qui peut t'expliquer avec des mots simples pourquoi on galère, ce qu'on fait, et comment on va les virer, quoi. Ça, c'est assez formidable. Donc je pense que là aussi c'est un problème au sein des Gilets jaunes, et un problème qui a été immédiatement identifié d'ailleurs. C'est, tu vois, cette fracture idéologique, personne ne s'est posé la question au bout d'un moment. Moi je me souviens des premiers actes, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais on était tous sur les champs, tu vois. Moi j'ai le drapeau de l'armée catholique et royale de Vendée, parce que je voyais quand même cette connexion avec la chouannerie. À côté de moi, j'avais un type, un espèce de punk à chien en Sarwell avec le drapeau rouge-noir. T'as un type comme ça avec le drapeau bleu-blanc-rouge, un gars avec le bonnet phrygien, etc. Personne ne faisait de commentaires ou personne n'allait se voyer dans les plumes. Ça, c'est des problèmes si tu veux, c'est des problèmes d'intellectuels ou c'est des problèmes de forums internet où tu vas chercher à savoir qui a raison, qui a tort. C'est pas la question, fondamentalement. La question, c'est cette unité profonde du peuple français, au-delà de l'idéologie. L'idéologie, c'est bien pour masquer les ruines, c'est formidable. Dire tout se casse la gueule, mais il faudrait que j'ai raison. C'était un complexe étudiant, quoi. Alors non, ta vision n'est... Je te parle sérieusement, j'ai vu des groupes
à l'extrême gauche comme à l'extrême droite, se dissoudre sur des fins de soirée en mode, alors toi tu soutiens telle faction politique au Liban dans les années 90, moi je soutiens pas celle-là, ah bah non, il est insensé qu'on soit ensemble, formons de groupes dissidents. Non mais ce genre de délire quoi. J'ai vu des groupes éclater sur la question phalangiste Hezbollah, alors que fondamentalement on en a rien à foutre. Fondamentalement on en a rien à foutre. Et je pense que c'est ce qui a pas mal acté, c'est ce qui a pas mal fait plaisir aussi avec les Gilets jaunes. C'est ce côté, mettons l'idéologie de côté. On a toute notre vie pour se battre de toute façon, se taper sur la gueule et aller boire des coups, et on adore faire ça en France, on le fera quoi qu'il arrive. Et les manifs, ça finit souvent en troisième mi-temps où tu vas aller boire des coups avec un anarcho qui va t'expliquer Louise Michel, l'absolu, etc. Bon, ouais, je vais lui sortir Henri de Laurent Jacquelin, va s'envoyer des chopes à la gueule, etc. Oui, c'est pas mal. Mais le lendemain, on sera sur le terrain, coude à coude, côte à côte, tu vois, face à l'unique, face au pouvoir. Faisons fi, je pense que si on se rattache à ce projet, c'est pas bon projet, ça rattache, c'est bon. Si on se rattache à cette espérance finalement royale, monarchiste, c'est aussi un moment faire fi de la maladie moderne. Maladie moderne qui consiste à porter ses couleurs sur sa gueule en permanence et à les mettre en avant au mépris finalement de la fraternité française, qui n'est pas la fraternité républicaine, qui est l'union nationale, quoi. Faisons l'union nationale d'abord dans les faits. On s'en fout de ce que tu penses, on s'en fout de si t'as raison, etc. Moi le premier, on s'en fout fondamentalement de ce que je pense, etc. Quand on fait des AG, c'est pas la question. Assumons d'abord notre lien, qui est un lien de classe, qui est une libération nationale, qui est une libération face à l'inique. Bouton l'anti-France. Ensuite on verra, mais c'est pas une question d'idées. Moi je suis écarté de ce champ des idées, tu vois. C'est pas il y a des bonnes idées partout. Non, j'ai pas des idées. Il y a une volonté commune. Cette volonté, c'est la libération nationale. Ça va bien au-delà des idées. Donc, moi, j'ai jamais cherché ni à le cacher ni à le revendiquer, si tu veux. Ça m'a paru naturel. Et d'ailleurs, ça se fait de manière assez naturelle. Là, j'en discute, mais personne ne se pose la question sur les ronds-points, tu vois. De savoir pour qui t'as voté, t'es de gauche, t'es de droite, etc. Personne ne se posait la question, fondamentalement. T'avais des mecs avec des gros logos A, tu sais, en rouge, etc., ni Dieu ni maître. Moi, j'ai d'ailleurs, moi j'ai le cœur sacré dessus, avec la médaille miraculeuse. Ouais, copain, quoi. C'est formidable. Mais ça, c'est un truc qu'on attendait depuis des années, je crois, hein, nous tous. D'arrêter ces querelles de chapelle, et tu sais, c'est libérateur dans un sens. Et c'est pour ça que je me suis senti immédiatement à ma place dans le mouvement, comme tout le monde, justement parce que c'était assez large au niveau des critères d'inclusion, mais aussi parce que, pour une fois, on se posait pas, c'était pas des mouvements étudiants ou politisés, de gauche, de droite, de centre, etc. Les gens s'en foutaient. Et les gens s'en foutent toujours d'ailleurs. D'ailleurs, les gens qui tentent d'effectuer ces divisions au sein des Gilets jaunes, je parle au sein des ronds-points parce que au sein des manifs c'est un petit peu plus compliqué, se font immédiatement jeter. Quand t'arrives et que tu prêches pour ta paroisse et que tu commences à dire non mais attendez les amis, je vais vous expliquer la vie, lutte ouvrière, c'est le concept, vous mettez le... Non, c'est coup-pied au cul et tu rentres. T'es un lobbyiste. Les Gilets jaunes se sont rendus compte instinctivement de cette arnaque-là. Et ça continue à être assez très mal vu de faire sa promo, et c'est une très bonne chose, tu vois. Moi je me dis, si ton projet, fondamentalement, si ton projet est bon et que tu y crois, il se démontrera par les faits. Fait, et ensuite ça se démontrera. C'est comme dans un plan politique, c'est comme dans un plan de bataille, si tu veux. Si je place mes troupes là, que 20 minutes plus tard, elles sont toutes au sol en train d'agoniser, c'est qu'à un moment j'ai merdé. Mon idée était mauvaise, tu vois. Donc il s'agit de remodeler la chose. Faisons, porte ton projet politique, t'es monarchiste, alors porte-le jusqu'au bout. Sois exemplaire comme un chouan. Mets-toi face à la mitraille, propose des projets pas trop cons, sois un bon camarade avec tes camarades. Et après, les gens viendront naturellement à ça. Plutôt que de chercher de manière narquoise à prouver dialectiquement parlant la supériorité de ton projet, de ta sensibilité par rapport à celle de l'autre. Si t'as besoin d'avoir raison, retourne à l'école, quoi. Là, t'auras un prof en face de toi qui pourra te dire formidable, vous avez bien craché mon cours 20 sur 20. Quoi. Là, on a un peu dépassé ce cadre, je pense. Et je pense que la division partisane est une question dépassée maintenant. La République est prise dans son sale petit jeu de division partisane, et les Gilets jaunes l'ont prouvé, parce que aussi il y a ce facteur qui fait mais tout compte qu'on a tellement pris dans la gueule aussi, ça fonde une solidarité. C'est pas Facebook, c'est pas Internet, c'est pas Twitter, c'est pas en écoutant son jazz avec sa petite camomille. Tu vas voir comment je vais le démonter celui-là. Alors, non content d'être plutôt trotskiste, on s'en fout. Là, on a tellement pris dans la gueule, ça fonde aussi des solidarités. Ça aussi, c'est une grande leçon à apprendre, tu vois. Est-ce que en 1793, les gens allaient se foutre sur la gueule dans le bocage parce que non, mais alors moi, je suis plutôt tel saint, ou moi, je suis plutôt telle obédience, non.
Je pense que là on est, mais de toute façon il faut pas être hypocrite. Hein. Moi je suis pas un flatteur, si tu veux. J'ai horreur des flatteurs et des gens là, je les vois tous sortir du bois de la France insoumise et du marécage des anciennes associations trotskistes. Aller, tu vois, lisser le poil des gilets jaunes en leur expliquant mais vous êtes formidables, mais vous êtes mal compris, vous êtes non. Faut identifier les foirages et les foirages j'en ai eu. Je pense que là les gilets jaunes ont connu une période cruciale. On a loupé un tournant, un moment, notamment au niveau de l'anniversaire, mais pas que. Le fait de louper ce tournant a été, pour moi, ça a acté un petit peu un pas à franchir chez les Gilets jaunes. Et d'une certaine manière, on est mort par là où on a péché. On a péché par excès de démocratie, dans le mauvais sens du terme. De démocratie dans le sens parfaitement égalitariste, lisse, qui tue les spécificités, qui tue les spécialisations, qui tue aussi un commandement intelligent, on va dire, et naturel, parce qu'il y a un commandement naturel au niveau des Gilets jaunes, que toute personne qui me dise le contraire aille en AG. J'ai cité à des AG où ça glosait pendant une demi-heure sur le fait qu'il n'y avait pas de leader, qu'il ne devait pas y en avoir, alors que déjà si tu te poses la question de s'il ne devait pas y avoir leader, c'est que de fait il y en a. Les gens pendant une demi-heure causent en expliquant que non mais c'est un mouvement purement horizontal, etc. Eric Drouet se ramène dans la salle, tout le monde oh putain, ils ont laissé en plan le mec qui parlait depuis un quart d'heure total, toute la salle s'est levée pour aller saluer Drouet, tu vois. Donc c'est, à mon avis on a péché par excès de commandement. On a péché par manque de commandement, par absence de commandement, par absence de verticalité, par modestie aussi, il faut le dire. Parfois, moi je vois tous les gars qui mériteraient en fait, qui ont des idées, qui l'ont prouvé sur le terrain, surtout au-delà des idées, moi, qui ont prouvé leur constance sur le terrain, qui ont perdu beaucoup de choses parfois dans le combat, et qui refusent d'en prendre la tête. C'est navrant. Parce que derrière, les plus vils, les plus lâches, eux, ils hésitent pas une seconde. Ils sont là pour se faire mousser et eux la prennent. Donc faut bien se dire, c'est pas un choix, c'est pas arbitre des bonnes élégances, c'est pas une question de modestie, c'est une question de nécessité en fait. C'est une responsabilité que tu as vis-à-vis du mouvement au bout d'un moment, d'innover et de proposer. Je pense qu'on a énormément péché par là. Le manque de renouvellement des stratégies militantes aussi est assez flagrant. Au bout d'un moment, la manifestation toutes les semaines ne répondait pas avec intelligence aux enjeux. Je pense qu'il aurait fallu se concentrer sur... alors c'est toujours facile de dire, il y a qu'à faut que, quoi, mais... C'est vrai qu'on a un petit peu entrepris avec les constituants, mais il aurait peut-être fallu plus se concentrer sur des petites opérations, mais symboliques, dynamiques, puissantes, comme on a pu le faire sur les péages, comme on l'a fait à Orly, comme on le fait devant les banques, comme on le fait devant les sommets internationaux. Tu vois, peut-être plus se concentrer là-dessus, sur les dîners du siècle par exemple, tu vois, des trucs de ce style, plutôt que de faire une éternelle manif qui commençait vraiment à la fin à ressembler à du syndicalisme, quoi. C'était Bastille République, il manquait les moritos, le char et les merguez, et puis on était dedans, quoi. Honnêtement, et l'international, ouais. Déjà ça c'est... Le fait qu'on puisse entendre, bah tu vois, la semaine dernière on a entendu, enfin hier même, l'acte 54. Hier on a entendu l'international sur le cortège. Ça normalement, mais c'est génocide. Enfin ça c'est... mais ça c'est pas possible. Tu peux pas partir d'un mouvement où ça chantait, alors quoi qu'on pense, on pourra en revenir sur ce point et ça t'interroge, mais la Marseillaise, qui est quand même assez révélateur. Je comprends qu'on puisse pas aimer la Marseillaise. Bien comprendre que dans la tête de beaucoup de gens, ça représente quelque chose, et ça a un fond. Bon, qu'on leur a présenté, c'est comme les gens avec le bonnet phrygien, si tu veux. Je leur fais pas la remarque, parce que eux, ils transposent quelque chose qu'ils imaginent comme pur. Eux, ils voient pour eux une révolution, un dépassement de soi, un aspect patriotique, etc. Que, évidemment, nous qui connaissons un peu plus l'histoire, qui l'avons un peu plus pris les baïonnettes dans le cul, quoi, bon, bah, on est moins fan. Mais pas fan du tout. Mais je comprends l'idée avec ça. Ouais, où je vois le mouvement aller. Si tu veux, là, à mon avis, on a une période de répit, entre guillemets. Je parle des militants, non pas de la part du pouvoir, le pouvoir nous accordera aucun répit et ne nous accorde aucun répit. Je pense qu'on a une période de répit dans le sens des mobilisations, si tu veux. Je doute qu'il y ait une mobilisation de masse, certains parlent du 5, moi j'y crois pas une seconde. Je connais les syndicats, j'aimerais être agréablement surpris, j'y crois pas. Après, s'il se passe un truc de fou et qu'on prend l'Élysée, bon, bah, on pourra me le ressortir dans la gueule, oui, ce sera pas grave, mais je pense que les militants ont une petite période de répit, et là où il faut corriger, il faut frapper stratégiquement aux aspects sur lesquels on a péché. Manque de structure, manque de verticalité, manque d'organisation en comité, aussi parfois il faut le dire, en cellules autonomes les unes des autres, avec des prérogatives particulières,
Manque de colonne vertébrale, parfois manque d'éducation politique au bon sens du terme, tu vois. Je suis pas un intellectuel ou un fan d'intellectuel, mais je pense qu'il y a des lectures quand même assez indépassables. Évidemment, je vais te dire Maurras, mais ça ne surprendra personne, mais de la lecture révolutionnaire, etc., l'intelligence fonctionner avec les corps constitués aussi. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez joué à ce niveau-là. Nous on parle beaucoup au sein des constituants avec des gendarmes, avec des flics, etc. Parce qu'on a souvent l'occasion de leur parler en fait. Avec la NAS, ça facilite les choses. On est là pour 4 heures, alors autant discuter, tu vois. Et eux nous disaient systématiquement la même chose, et ils te disent systématiquement la même chose, c'est les gilets jaunes, moi j'adhère, mais c'est quoi votre plan, quoi. Et c'est vrai que tu prends n'importe quel gilet jaune, il va te dire son plan. Mais il va pas te dire le plan, il va te dire son plan. Ouais. Moi le premier, tu vois. Moi j'ai une idée, mais parfaite, hein, de A à Z, alors dans ma tête c'est parfait, hein, de ce que je fais, etc. Oui, mais mon camarade aura une autre idée, nos autres camarades auront d'autres idées, etc., etc. Même si on est à peu près du même bord. Donc je pense que là il faut parfois se donner un peu de temps pour soi, tu vois. Au lieu parce que là c'est vrai qu'on a beaucoup subi depuis un an. On n'était pas maître de notre temporalité, de nos mobilisations, etc. On suivait l'histoire parce qu'il fallait suivre. Un dossier qui se présente là, putain, bon, faut s'en occuper, alors on va s'en occuper. Ouais, mais on est en Macronie, alors 2 jours plus tard, t'en as un même qui est aussi important, si ce n'est plus important. Donc allez, on va s'impliquer sur ce terrain. Je pense qu'on s'est trop écartelé, on a trop voulu un peu toucher à tout, etc. Je pense qu'il faut laisser la situation décanter. La crise arrive. Je suis pas décadentiste, mais la crise arrive. Là, on a quand même de plutôt bons indicateurs pour nous le représenter. Et à ce moment-là, contrairement à il y a un an, être prêt à la prochaine possibilité révolutionnaire, je maintiens mon révolutionnaire, je n'en détache pas, évolutionnaire si tu veux, à la prochaine possibilité en tout cas de coup de force, être là pas seulement physiquement, pas seulement déterminé, mais avec un plan. Ouais. Parce qu'une révolution qui réussit, très simple, hein, tu distingues on parle de l'Algérie, ils sont toujours avec la haine profonde de la France, etc., des années après, etc. Je pense à la Corée du Nord, tu vois. Corée du Nord, bah oui, force est de constater que les types, tous les matins, tu te chopes du téléfilm, en fait, anti-japonais. Ça, c'est pour cacher le fait qu'il n'y a rien, en fait. À part ça, il n'y a rien. C'est qu'un projet d'opposition. Si tu veux faire une révolution, un coup de force qui est réussi, il faut une vision supérieure, transcendantale, pas seulement du « ah bah la République », pas seulement du ce que je peux entendre dans les conseils, c'est-à-dire de ce qui est facile, ce qui m'éclate, moi aussi ça me fait bander, voilà, c'est mignon, les tribunaux populaires, ou que ce soit, imaginez l'Assemblée nationale au bout d'une corde, etc. Ouais, ok, super, mais c'est pas ça un projet, si tu veux. Ça c'est une vengeance. Il faut dépasser ce stade de la vengeance, de la jacquerie, pour aller vers véritablement refaire France. Face à l'anti-France, refaire France. Savoir comment le faire et savoir s'organiser de façon à le mettre en place. Parce que c'est très facile de se gratter le dos en disant qu'on est des révolutionnaires et qu'on va pendre un tel, torturer un tel, etc. Là, il s'agira d'assumer toute la merde de l'histoire finalement, c'est-à-dire assumer le coup de force, assumer le danger, assumer la confrontation, assumer la haine et la vindicte, tu vois, d'une certaine manière, assumer un projet qui va être extrêmement dur à mettre en place parce que tu ne détricotes pas, 200 ans d'anti-France en 5 jours, c'est pas possible, ça va demander énormément de sacrifices. Ouais, mais c'est notre mission, quoi. On n'a pas le choix. Donc maintenant, je pense qu'il faut vraiment se consacrer à ça, attendre le prochain coup de force, et venir avec, comme on l'a fait il y a un an, les couilles, l'effectif, les armes pour ceux qui peuvent, mais contrairement à il y a un an, avec un plan concret, loin, temps long, etc. Et comment on va le mettre en place, et on va le mettre en place. Moi, j'y crois.